Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 28 février 2020. Petit rappel avant de commencer, je tenais à vous informer que je ne serai pas là la semaine prochaine, en début de semaine, lundi, mardi et mercredi, donc il n'y aura pas de briefing des marchés ni de stratégie bourse. De ce fait, aujourd'hui, nous allons faire un point complet sur la situation des marchés pour vous aider à attaquer votre semaine de trading la semaine prochaine. Alors avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et avant ça, on va faire un point complet un peu sur l'actualité, même si elle n'a pas évolué, si ce n'est que les bourses, elles, ont encore reculé nettement jeudi, puisque un vent de panique a soufflé sur les places financières, la crainte d'une pandémie pénalisant l'économie mondiale, entraînant justement les indices boursiers en territoire de correction en Europe comme aux États-Unis. Alors, l'épidémie apparue en Chine ne cesse de s'étendre en Asie, en Europe, au Moyen-Orient et aux États-Unis, ce qui fait craindre un impact négatif fort sur l'économie mondiale et remet surtout en question en fait, le scénario d'un environnement demeurant favorable aux actifs risqués. Effectivement, le virus chinois a remplacé les guerres commerciales, provoquant la panique sur les marchés financiers mondiaux qui craignent désormais un choc sur l'économie mondiale. De plus, les niveaux records et les valorisations élevées des marchés boursiers rendent les marchés plus vulnérables aux chocs économiques et aux déceptions en matière de bénéfices. De ce fait, les investisseurs ont fait un virage complet pour passer en moins d'une semaine de l'optimisme, on va dire, inébranlable du début de l'année à un pessimisme déclaré. Côté US, eh bien, Wall Street dévisse encore une nouvelle fois et chute lourdement jeudi. Le Dow Jones s'effondrant de près de 1200 points dans un marché toujours affolé par la propagation du virus dans le monde. Alors que le Dow Jones avait justement atteint un record il y a 2 semaines et le S&P et le Nasdaq la semaine dernière, finalement Wall Street s'achemine vers ses pires pertes hebdomadaires depuis l'automne 2008, au fait de la crise financière mondiale. La bourse de New York a évolué dans le rouge toute la séance, justement, accentuant sa chute peu avant la clôture. Selon certains spécialistes, les nombreuses incertitudes qui entourent l'épidémie de pneumonie virale et son rythme de propagation à travers la planète inquiètent au plus haut point les investisseurs. On a en plus eu les centres de contrôle et de prévention des maladies américains qui ont annoncé un premier cas d'exposition inconnue en Californie, cette personne n'ayant ni voyagé dans les zones à risque, ni été en contact avec un autre malade. Maintenant, nous allons faire le point sur les indices, surtout en particulier, car là, j'ai envie de vous dire, on n'attrape pas un couteau qui tombe. On est sur la pire baisse depuis 2008. On a énormément de volatilité sur les marchés. Les investisseurs ont du mal à payer, que ce soit sur les zones clés. Actuellement, on est en train d'en tester une, mais la situation se dégrade. Force est de constater que la situation se dégrade. On navigue en eau trouble et il va falloir chercher des endroits où l'indice peut rebondir à court terme. Je parle car le flux est extrêmement baissier. Il y a quand même un risque de correction à venir plus profond. Mais pour le moment, après cette chute vertigineuse, un rebond pourrait s'installer. Déjà, dans un premier temps, je vais vous mettre le graphique trimestriel pour vous montrer la tête de la bougie. Vous voyez bien qu'ici, on a eu un gap haussier trimestriel et on part sur un avalement. Donc, il reste encore un mois pour sauver cette bougie, mais parti comme ça, on a un avalement baissier déjà qui est en train de se matérialiser sur les plus quasiment de 2007. Donc, c'est des éléments à prendre en compte.
on voit que le marché s'affole, s'inquiète, et derrière, au niveau des signaux techniques, éventuellement, on a des signaux de retournement. Maintenant, on va passer en mensuel. Alors, en mensuel, j'évoquais en début de semaine effectivement cette zone. Je m'attendais à un rebond sur cette zone de prix, mais c'est vrai que c'est compliqué pour être transparent avec ces chutes de déterminer un point précis de rebond. Dans ce cas-là, il faut vraiment marquer les zones mensuelles. Et ici, on avait notre première zone mensuelle à 5005 qui vient d'être cassée en tout cas. Je ne pense pas qu'on va réussir à reconquérir les 5005 ce vendredi. En tout cas, c'est enfoncé. Le deuxième support, c'est les 5250 ici. Voilà. Ce niveau de prix qu'on est venu travailler une première fois ici, une première fois en 2015 et qu'on a travaillé à plusieurs reprises, que ce soit ici en 2019 et aussi en 2018. Voilà, on est sur un gros niveau technique, c'est les 5250. Pour moi, c'est le dernier rempart. Si on enfonce, c'est direction les 5050 points, dans un premier temps. Pour le moment, on a une réaction positive du marché sur ce niveau. En hebdomadaire, la bougie est juste horrible. On teste. Voilà, vous voyez qu'ici, on est quand même bien venu travailler cette zone de support. Elle est quand même plus jolie en mensuel, mais c'est un niveau. Voilà, c'est comme les 5005. Ici, c'est un niveau voilà, technique très important, puisque là, maintenant, avec cette forte volatilité, on peut plus se permettre de regarder des supports journaliers. Il faut vraiment se mettre sur des unités de temps supérieures, importantes, pour essayer de comprendre un peu là où le marché va essayer de ne pas céder à la panique, tout simplement. Force est de constater que le marché tente de rebondir. Alors maintenant, pour déterminer le rebond, je serais incapable de vous dire si le marché va retourner à 5006, à 5004 ou à 5535. Je pense qu'il faut analyser étape par étape, car quand on voit cette baisse avec des gaps tous les jours, on se prend -2, -3. Là, on a ouvert quasiment, on a fait presque -4, il me semble. Bon, ici, c'était pareil, on enchaîne les séances de baisse. Il faut être extrêmement prudent, extrêmement vigilant. Si vous n'êtes pas à l'aise sur ce type de marché parce que ça part, ça va trop vite, eh bien, restez à l'écart. Parfois, il faut mieux être spectateur que trader et être à contre-courant, car le marché ne pardonne pas. Là, actuellement, la moindre erreur peut être fatale et qu'on manque de visibilité dans ce marché, il faut savoir rester à l'écart et attendre. Attendre, c'est aussi trader. Ne pas trader, c'est trader. Et là, c'est actuellement le cas. À part définir des gros niveaux de zone, des gros niveaux de prix, eh bien, ça reste quand même compliqué. Il suffit que chaque news si vous voulez, chaque news qu'on a sur le coronavirus engendre de la panique, engendre de la peur et ça accélère à la baisse. Et on casse, on enfonce tous les supports. Pour le moment, il n'y a rien qui tient, il n'y a aucun rebond. Les bougies mensuelles, weekly, trimestrielles sont juste horribles. Donc, j'invite vraiment à la prudence, à alléger, à remonter ses stops ou surtout le levier, diminuer le levier, mais absolument, sinon c'est des cramages de compte qui risquent d'y avoir. Mais surtout, voilà, c'est ajuster vos tailles de position, maîtriser votre levier, money management, c'est la règle numéro 1, j'ai envie de vous dire, dans ces périodes de volatilité, sinon le contexte devient difficile. Alors, concernant le CAC, eh bien, le rebond positif ici, c'est le dernier rempart, comme je vous le disais, des 5250, mais il suffit qu'on ait plein de mauvaises news durant le week-end, que la propagation de l'épidémie s'intensifie. On peut c'est pas parce qu'on a fait -3 et -4 ici qu'on ne peut pas faire -4 encore lundi, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que là, on est dans un marché où il y a de la panique, il y a de la peur. Et on peut continuer à accélérer. Finalement, ce n'est pas parce qu'on a perdu quasiment 12%, 14% même, depuis les plus hauts, qu'on ne peut pas encore en reperdre 4. C'est aussi ça qu'il faut se dire. D'où l'importance de mettre ces niveaux, de se dire très bien, on va quand même surveiller certains niveaux clés, mais vous voyez que le premier support mensuel à 5005 a complètement cédé.
Donc, prudence sur les indices, difficile avec si peu de visibilité de vous dire oui, on va avoir un rebond de 400 points, certes, mais surtout ce que je note, c'est que le flux reste baissier. Matérialisez bien des gros niveaux, les niveaux de support et de résistance en weekly et en trimestriel, car c'est ici que ça va se passer. Surtout, c'est ici que le marché risque de réagir, comme on est actuellement sur les 5250 points. Éventuellement, on pourrait retourner, si le marché ne cède pas à la panique, retourner sur l'ancienne zone mensuelle en direction des 5550, juste ici. Mais pour le moment, eh bien, ce manque de visibilité, les marchés détestent ça, cette incertitude, ne pas savoir quel impact à moyen long terme le coronavirus va avoir, eh bien, un enchaînement de mauvaises news pourrait créer encore une nouvelle fois un flux baissier. Concernant le DAX, c'est pareil. Honnêtement, j'ai cassure du canal haussier. Voilà ce que je disais hier, on a mis 6 mois pour rejoindre la psychologie des marchés, tout simplement. On met 6 mois pour rejoindre la borne haute du canal sur les plus historiques et on met 1 semaine pour retourner en bas. Voilà typiquement un marché qui cède à la panique. Donc prudence, on avait des gros niveaux techniques, pareil, si je me mettais, je vais commencer en trimestriel encore une fois, mais on a des bougies vraiment pas jolies, que ce soit en trimestriel, en mensuel. Voilà, on a un gros niveau ici. Pour moi, c'est les 11 800. C'est les 11 800, c'est cette ligne de polarité couplée un peu avec le bas du nuage et notre kit jaune. En hebdomadaire, c'est un peu plus joli, je trouve. On voit un peu mieux. C'est ici. Voilà. Cette zone, vraiment, l'ancienne ligne de coup, si vous voulez, de l'épaule, tête, épaule. Donc, pour moi, c'est le pivot clé à tenir sur le DAX. Clairement, j'ai même pas mis les prochains niveaux de support, tellement je ne m'attendais pas à ce que ça baisse aussi fort. Mais derrière, on ira chercher 11 450. Facile, on retournera sur des niveaux à peu près sur les plus bas d'ici. Si on casse, on est en train de casser le canal hebdomadaire. Très important la clôture de ce soir, puisque c'est une clôture weekly, une clôture mensuelle. Mais pour le moment, force est de constater que les clôtures ne vont pas être jolies. Alors, 11 850, 11 800, c'est la zone à sauver. Sous ce niveau, c'est l'hémorragie. On continue l'hémorragie et on va chercher de nouveau plus bas. Derrière, si on clôture quand même à l'extérieur du canal, effectivement, on pourrait déclencher un rebond, on pourrait faire un pullback en direction des 12 190. Mais, comme je vous le disais, c'est compliqué de naviguer un peu, comme je vous le disais, en eau trouble, sachant que voilà, on manque de visibilité et qu'il suffit, si vous avez suivi bien l'actualité, à chaque mauvaise news, eh bien, ça engendre de la peur, que ce soit un nouveau cas, des nouvelles contaminations. Les personnes ne payent, personne ne veut payer ce marché qui inspire énormément de peur. En journalier, gap quand même, gap du canal haussier. Voilà, ça montre à quel point le flux baissier est en place est extrêmement puissant, extrêmement dangereux, d'où l'importance, je me répète encore, mais d'ajuster vos tailles de position, de rester à l'écart si vous n'êtes pas à l'aise sur ce type de marché, parce que ça peut être piégeux, ça peut aller vite, très vite, et c'est pas parce qu'on a perdu moins 3,5, moins 4 que ce week-end, on va pas reperdre encore moins 5 et pour finalement rebondir. Donc vraiment prudent, restez prudent surtout et ajuster encore une fois vos tailles de position, votre money management pour pas risquer, pour pas agir bêtement, j'ai envie de vous dire tout simplement, et d'où l'importance parfois de savoir rester à l'écart et de ne pas trader si les conditions ne s'y prêtent pas. Donc voilà un peu l'analyse pour le DAX. Pivot clé 11 850, 11 800. On va faire de la mèche vu la volatilité. Possiblement, si rebond se met en place, venir
faire un pullback, vous voyez, sur le bas du canal et venir combler le gap ici, mais le flux reste extrêmement baissier. On pourrait très bien avoir aussi un rebond de 4-5% et puis derrière repartir à la baisse, mais cela reste quand même assez compliqué de prévoir ça, sachant que les indices évoluent en fait tout simplement au gré des news et pour le moment, elles ne sont pas bonnes du tout. Concernant le Dow Jones, le Dow Jones, eh bien, c'est pareil. On avait une zone à 27 000, on est venu l'enfoncer. Là, sur les futurs, on va basculer sur les futurs après, mais on est venu bien plus bas en fait, quasiment sur les niveaux des 25 390. Enfin, on passera sur les futurs, mais pareil, on dégringole, on casse le canal par le bas. Derrière, eh ben, la chute se poursuit, l'hémorragie, moins 4,5 presque. Ce matin, les futurs perdaient encore 2%. Rien à dire si ce n'est que voilà, flux baissier, encore une fois, la peur entraîne la peur et n'essayez pas d'attraper le point bas. Tout simplement, je pense que c'est le mot de la semaine. Quand on a des marchés comme ça qui s'affolent, certes, c'est important de repérer les zones, se dire sur quel niveau, mais quand vous voyez que vos zones cèdent une à une, que ce soit des niveaux mensuels, au bout d'un moment, le point bas, à force de vouloir l'attraper, eh bien, on finit par se brûler les ailes, tout simplement. Là, voyons voir la réaction du marché sur la Kijun Monthly sur le Dow Jones. Ça va être un niveau important. Je m'attends quand même à une réaction sur ce niveau technique. Un rebond quand même du marché, mais voilà, tout simplement, si on a des mauvaises news qui continuent de venir partout dans le monde, eh bien, le risque de dégringolade n'est peut-être pas terminé, malgré le fait que beaucoup attendent un rebond. Et je peux comprendre, étant donné qu'on est sur des gros niveaux de support, qu'on a énormément chuté. Mais voilà, la leçon de la semaine, c'est pas parce qu'on perd 3%, le lendemain 3, le lendemain 4, qu'on peut pas encore en perdre 4 lundi à l'ouverture, tout simplement. Donc, restez vigilants. Si je passe sur le futur, je trouve qu'il est plus propre actuellement, puis avec la volatilité qu'il y a, c'est plus intéressant. Voilà, on avait mis notre première zone ici. Voilà, c'était cette première zone que j'évoquais en début de semaine. En cas de cassure, c'était direction cette zone-là. Deuxième zone, on va se mettre pareil en trimestriel. Voilà, la bougie trimestrielle, elle est pour le moment juste horrible. Faut dire ce qui est, elle est horrible. Celles et ceux qui ont suivi justement l'information sur les divergences, eh bien, j'évoquais cette divergence. Actuellement, elle est en train de se valider. Vous voyez que l'indicateur est repassé sous le creux qui est juste ici. Bon, va falloir attendre, mais en tout cas, on a un avalement, on a une divergence qui se met en place. Le mois n'est pas terminé, enfin du mois, il reste cette bougie-là, ne va pas se terminer tout de suite, donc prudence, mais voilà, on a des éléments qui sont en train de se mettre en place, on a un flux baissier, on a une divergence haussière, baissière pardon, sur RSI, c'est du jamais vu quasiment dans l'histoire du Dow Jones. En mensuel, la bougie est horrible. On tente voilà, de sauver, c'est pour ça que ça va être intéressant, puisque ici, on a déjà venu tester notre Kijun mensuel et on va tenter, je pense, on risque d'ouvrir dessus en tout cas sur le cash. Et pareil, pour moi, c'est le pivot clé à tenir si derrière on casse. Vous voyez qu'à chaque fois, elle tient quand même bien, cette petite jaune. Surtout qu'on est quasiment sur un plat. Pareil, si ça casse, par contre, on va aller chercher de nouveau plus bas. La zone, je vais passer en hebdomadaire. Voilà, on avait notre première zone de prix ici qu'on avait réussi à délimiter. Les 27 000, à peu près 26 800, 26 544. En cas de cassure, hémorragie, on va chercher des nouveaux plus bas. On y est, on est sur le niveau. Là, actuellement, on a une énorme zone juste ici. On va se mettre au journalier. Voilà, on a une belle zone de prix située vers les 25 200, 25 350. Il y a de l'excès, c'est normal. On fait énormément d'excès puisque la volatilité est
juste énorme. Pour rappel, le VIX, si je vous le montre rapidement, voilà, le VIX s'envole. On est sur des niveaux très très hauts, bon, peut-être pas encore aussi haut que 2008, mais voilà, le VIX commence à s'envoler, comme vous pouvez le voir. Là, il commence à diminuer un peu et à se calmer, mais voilà, le VIX s'envole, d'où la volatilité impressionnante sur les marchés. Et si je reviens au Dow Jones, eh bien voilà, c'est la zone pour moi sur le Dow Jones à surveiller, que ce soit sur le CAC, les 5250, le DAX, on a dit 11 800, 11 850 avec de l'excès sur mèche, mais c'est surtout la clôture qui m'a intéressé. Et le Dow Jones, c'est vraiment cette zone-là, les 25 200, 25 400. Et bien sûr, voilà, on peut avoir de l'excès de 400 points, mais ça va vraiment être la clôture à surveiller. Sinon, ce sera direction les 24 420 et on ira chercher voilà, les plus bas. Enfin, sinon, la prochaine grosse zone, si on enfonce, j'en ai une ici. Voilà, la moyenne mobile 200 et la zone intermédiaire, c'est celle-là. À peu près. Un peu plus ici. Voilà, voici les grosses zones à surveiller. 24 180, 24 440 et après derrière, c'est 23 480, revenir chercher la moyenne mobile 200. En général, on a toujours la moyenne mobile 200 sur les indices. Regardez là, que ce soit sur le S&P, le Nasdaq, elle est hyper importante. Et vous voyez qu'on a à chaque fois des réactions de marché. Donc, si le marché cède vraiment à la panique, voilà, la zone vraiment à surveiller au final, ce sera celle-là, la moyenne mobile 200 en direction des 23 520 sur le futur, ce qui représente un peu les CFD. Voici le point sur l'ensemble des indices. On peut aussi regarder le S&P pour terminer quand même, qui est l'indice phare. Mais pareil, divergence trimestrielle qui est en train de se valider. Pas tout à fait. Pas comme sur le Dow Jones. Sur le Dow Jones, on y est proche, mais divergence trimestrielle, gap haussier trimestriel qui valide complètement l'avalement. Un gap trimestriel, c'est hyper rare, on a rarement. Là, on a une bougie qui est en train d'avaler. Donc, voyons voir. Peut-être que les banques centrales vont intervenir. Peut-être que Trump va tenter de nouvelles fois une nouvelle manœuvre pour sauver le marché. Mais en tout cas, sans catalyseur, le risque de dégringolade reste quand même assez élevé. Pareil, en mensuel, c'est la Kijun. On n'est pas venu chercher la Kijun encore pour le moment. On reste gros niveau à venir chercher. On a éventuellement cette zone, première zone. Voilà, on y est presque. À mon avis, on va ouvrir dessus. Cette zone de prix vers les 2950. En hebdomadaire, là, on la voit bien. On va ouvrir dessus, à mon avis, si on est toujours en baisse sur les futurs, on risque d'ouvrir dessus et c'est le pivot. Voilà, sur le S&P, le pivot à ne pas franchir, c'est cette zone 2950, 2000, ouais, c'est ça, 2950, allez, 2970, grosse zone de prix. Possible excès sur mèche, boum, venir taper le bas du nuage pour rebondir. En direction de la Kijun, mais derrière, pareil, le risque de gringolade reste quand même très puissant étant donné le flux baissier qui est en place. Mais si un rebond, en tout cas, doit se matérialiser sur les indices, c'est cette zone-là. Sur le S&P, regardez-le bien, c'est vraiment la zone à surveiller. Si on casse, on va chercher la prochaine zone. Sinon, petit rebond avec excès qui est toujours possible. Mais voilà, si on a un rebond, on pourrait aller chercher 2-3%, éventuellement plus, étant donné la volatilité qu'il y a sur les marchés. En journalier, moyenne mobile, on est venu pareil la défoncer. Ça ne tient pas. Donc, traçage de zones important sur vos graphiques et pour connaître une possible réaction, mais des zones voilà, mensuelles. Là, on ne peut pas tracer des supports en hebdomadaire
ou en journalier, ça ne suffit pas, il faut vraiment dessiner des grosses zones. Donc, à surveiller, 2950 points, pour moi, c'est le niveau technique clé, c'est l'indice phare, le S&P, c'est lui qui drive un peu tout le monde. Donc, voilà, il va falloir se référer à cet indice. En dessous, risque d'hémorragie. Au-dessus, rebond technique, pourquoi pas, pour aller chercher 1 ou 2%. Mais prudence, le flux est baissier, les vendeurs prennent l'ascendant psychologique. Concernant le Forex, on va faire aussi le suivi, car je sais que certains d'entre vous sont sur l'euro-dollar, l'euro-GBP. Donc, on va commencer avec l'euro-dollar. Juste magnifique. Magnifique, rien à dire, l'euro-dollar. La bougie d'hier est juste monstrueuse. Il faut accompagner ce mouvement. Je n'ai pas arrêté de me répéter. On avait des signaux techniques haussiers durant toute la semaine. Toute la semaine dernière, je vous ai dit attention, on arrive sur un niveau clé, le gap Macron, l'oblique. J'ai eu des messages de personnes me disant non, l'euro va continuer à baisser. Bon, écoutez, moi, j'ai répondu quand je vois ça, une oblique qui passe par tous les plus bas, voilà, quasiment ici, de très très long terme, depuis 1985. Quand je vois une oblique qui passe comme ça par tous les plus bas, à un moment donné, il faut arrêter d'être baissier. Cette oblique intervient dans une zone de prix, puisqu'on était sur le niveau du gap Macron, oblique de très long terme. À chaque fois, on a une réaction positive du marché et continuer d'être baissier sur ce niveau, au niveau du gap Macron, avec en plus l'autre oblique qui passait comme ça, soutenir les prix, c'est juste suicidaire. Et constat, la bougie de la semaine est magnifique. On a un avalement, regardez la taille de cette bougie comparée aux bougies précédentes. Honnêtement, eh bien ça, c'est un signal technique. L'euro, là, actuellement, il pourrait retourner à 1,12, voire 1,14. J'attends de voir la clôture, mais là, on a eu un véritable signal technique sur l'euro, sur une zone de prix qui était magnifique. Et il faut continuer d'accompagner ce mouvement qui se met en place, tout simplement. Remonter les stops, prendre des bénéfices, on atteint des paliers clés, on a cassé les 1,0930, on a rejoint le seuil psychologique des indices, on est en train de le casser. La grosse zone, voilà, c'est la zone de polarité. Là, en plus, j'ai supprimé tous mes supports, mais voilà, c'était les indices 75. Indice 75, c'est la prochaine zone de prix. On va tracer comme ça, en plus avec l'Ishimoku, ça charge des graphiques. Mais là, j'ai une énorme zone de prix. Voilà, ici qu'on est venu travailler. Une première fois ici, une première fois ici, que ce soit ici, là. C'est les indices 75. Si on parvient à casser cette zone, on va continuer. En tout cas, là, l'euro, c'est haussier, c'est une reprise haussière en grande forme, extrêmement puissante. Il n'y a aucune raison de baissier sur l'euro pour le moment, que ce soit sur beaucoup de paires, que ce soit euro NZD, l'euro est juste en train de s'envoler, donc être baissier là-dessus, je ne comprends pas la stratégie, avec surtout tous les signaux techniques haussiers qu'on a pu avoir depuis plusieurs jours. Donc je disais accompagner le mouvement jusqu'au bout, essayer de remonter ses stops, prendre quelques bénéfices. C'est vrai qu'on commence à arriver sur des niveaux clés, on pourrait très bien consolider avant de repartir, ou encore consolider un peu plus bas et puis repartir. Mais en tout cas, voilà, ceux qui souhaitent rester, eh bien, vous remontez les stops. On peut prendre quelques bénéfices, comme je vous le disais, mais là, ce trade-là, en tout cas, il ne se transforme pas en trade perdant, ce n'est juste pas possible. On a des gros niveaux, voilà, c'est 1,10, 1,0930, 1,1075. Surtout les 1,1075, là, ça risque de travailler et on pourrait très bien consolider entre les 1,1075, 1,1075 et le seuil psychologique des 1,10 avant de donner une nouvelle impulsion haussière. Et derrière, c'est de viser les 1,12, je pense, dans un premier temps. Là, vu la bougie qui est juste, ce serait quand même beau qu'on arrive à casser notre petite jaune ici. Mais voilà, on a ouvert avec un gap baissier en plus sur le Forex, qui est rare, et on fait un énorme avalement sur zone. On a peut-être un signal de retournement de moyen terme, je pense, là sur l'euro qui est en train de se mettre en place, et avec comme premier objectif les 1,12.
et cassure des 1,12, 1,1250, eh bien, on met fin à la dynamique baissière et on repasserait dans une dynamique haussière. Et dans ce cas-là, ce serait les 1,14 et les 1,16. Je ferai le point là-dessus en milieu de semaine prochaine. Mais pour le moment, gardez en tête que l'euro est en train de déclencher, a peut-être fait un creux de moyen terme et déclenche une reprise haussière. Ça, il faut garder ça en tête. L'euro GBP, eh bien, c'est pareil. On est sur un magnifique double bottom. Beaucoup étaient sur le bas du range ici. On est venu chercher la borne haute, donc en soi, pour les traders de range, eh bien, l'objectif a été complètement atteint. Rotation, retour sur le milieu du range fait, borne haute du range fait. Donc, voilà, stratégie de trading range optimisée, du moins objectif atteint. Maintenant, la question c'est, certains sont peut-être sortis sur la borne haute du range, d'autres me parlent du double bottom, je le vois, et c'est vrai que si il est validé, comme on peut le voir, l'euro est en grande forme, et effectivement, ça peut donner un objectif assez impressionnant au niveau des 0,8840. Là, actuellement, on voit que ça cale. Ça risque de travailler, en tout cas. Tant qu'on ne repasse pas sous les 0,85, c'est vrai que la dynamique est belle, c'est haussier, et on pourrait très bien valider un double bottom. En hebdo, ça risque de coincer ici, en tout cas. Voilà, c'est un peu le milieu du range de notre ancien range hebdomadaire. Là, derrière, on rebond, c'est beau, c'est propre. J'aime bien ces configurations où on a la figure chartiste de retournement sur la borne basse du range de très long terme. Et derrière, voilà, ce serait d'aller chercher ce palier-là si on casse la ligne de coup. La moyenne mobile 200 couplée au plaquis de June qui correspond, voilà, à la zone d'équilibre au milieu du range de moyen long terme, à peu près. C'est un peu gros, voilà, ici. C'est un gros niveau. Peut-être pas l'objectif théorique du double bottom qui lui est un peu plus haut, mais en tout cas venir chercher les 0,87, 0,87, 30, ça c'est envisageable dans un premier temps et ça ferait un super trade en tout cas. Ce serait très joli à ceux qui sont restés sur l'euro GBP. En tout cas, toujours important d'accompagner la position le plus loin possible, garder des reliquats, prendre quelques bénéfices, on remonte les stops et de se dire, tiens, oui, finalement, je garde 25% de la position ou 15% de la position, mais si vous validez le double bottom, ça peut offrir eh bien, un superbe ratio risque-reward. Donc, pour le moment, borne haute du range. En données 4 heures, qu'est-ce que ça donne? Bon, ça consolide un peu parce qu'on est monté un peu haut, là on est assez loin de la Tenkan, donc éventuellement ça peut redescendre sur les 0,40, sur les 0,85 et peut-être qu'on n'aura aussi pas de double bottom, mais c'est vrai que l'euro, en tout cas pour le moment, a une dynamique très haussière. Si on se met sur l'euro NZD, c'est la même chose. Cassure de la résistance juste ici, derrière ça explose. Oui, l'euro est en grande forme, clairement. Et s'installe dans une dynamique assez haussière sur beaucoup de paires. Cassure de la résistance, accélération sur les anciens plus hauts d'octobre 2019. Pareil, ça pourrait corriger un peu, mais la dynamique est clairement haussière. Là, on a une belle vague de hausse qui est en train de se mettre en place. Et derrière, si on casse cette résistance, eh bien, on pourrait tout à fait rejoindre les 1,79. L'euro CHF qui lui a un peu de mal par contre, malgré la divergence haussière qui s'est validée. Prudence tant qu'on reste en fait tout simplement. On a des signaux contradictoires sur l'euro CHF, d'où l'importance de travailler les zones. Ici, on a notre zone, bon, là-bas c'est une zone mensuelle. Alors, on est sur une zone mensuelle. On l'a cassé une fois déjà en clôture hebdomadaire, donc c'est ça qui me dérange, au niveau des 1,0630 et 1,0660. En hebdomadaire, eh bien, on est en dessous de cette zone, comme vous pouvez le voir. Hop, juste ici, on reste quand même bien en dessous.
On a tenté une impulsion hier, j'ai vu, c'était pas mal. Je me suis dit, tiens, ça vient valider la divergence. Mais tant qu'on est sous les 1,0630, eh bien, la dynamique reste baissière. Le franc suisse est une valeur, est un actif, en tout cas recherché en période d'incertitude et puisqu'il a le statut de valeur refuge. Donc, le franc suisse se renforce, lui. L'euro souffre, continue de souffrir, malgré la reprise de l'euro sur d'autres paires. Hier, c'est vrai qu'on a eu une belle bougie, mais on est venu, voilà, on a notre petite jaune qui vient s'aligner là justement sur notre niveau de support mensuel qui fait office de résistance. La divergence, elle, a été validée, je le vois. Mais ce qui me dérange, c'est que si on clôture sous les 1,0630, l'euro s'achève, cette divergence risque d'être invalidée. Voilà, ce serait bien d'avoir une clôture au-dessus, au moins dans la zone, pour se dire c'est bon, ça peut repartir en direction des 1,0720. Donc à surveiller, c'est vraiment les 1,0630, 1,0665. Pour le moment, on est pile poil dessus. On a la divergence qui nous dit ce serait bien, ça peut reprendre de la hauteur, ça peut repartir. Effectivement, si on a un rebond sur les indices, eh bien, l'euro risque de s'apprécier face au franc suisse et on pourrait venir chercher les 1,0720 voire les 1,08. Mais la clôture hebdomadaire sous les 1,0630, ce serait un peu dérangeant. Et au contraire, si la situation est amenée à se dégrader, dans ce cas-là, c'est 1,0540 et 1,0490. Le GBP NZD, pullback. J'avais fait le point, il me semble, hier là-dessus, sur cette bougie que je trouvais pas jolie, en disant qu'il y avait possiblement une étoile du soir si on réintégrait le range. On a sauvé la borne haute de ce range. Et là, ça ressemble à un pullback et ça repart. Pour le moment, ça tient. On va quand même, voilà, une belle clôture weekly au-dessus de ce niveau. En tous les cas, ça semble bien parti comme ça, puisqu'on prend plus 1% sur le GBP face au NZD. Donc, sortie de range par le haut pour le GBP, avec un pullback. Dans ce cas-là, si la dynamique se poursuit, c'est direction les 2,10 pour le GBP. Voilà. Le prochain gros niveau, c'est 2,09, 2,10. Et finalement, en 4 heures, il me semble qu'on avait un canal. Voilà, bon, on a fait une fausse cassure, on l'a réintégré. C'est bien ce qui me semblait, on avait un petit canal ici, fausse cassure, pullback tout simplement sur la borne haute du range, et derrière, bon, une belle bougie impulsive, signal technique avec l'Ishimoku, cassure Tenkan Kijun, donc signal technique haussier, assez propre. Et pour le moment, on se dirige vers la borne haute. Et à moyen court terme, ce serait voilà, de rejoindre les 2,10 si la dynamique reste en place. L'USD 4 sorti par le haut du range, lui aussi. Attendons de voir le pullback. Pareil, finalement, on avait fait le point en début de matinée hier avec cette bougie qui tentait de réintégrer le range. Bon, la clôture s'est faite à l'extérieur et sortie par le haut du range. La poursuite de la hausse est en direction des 1,3550. Pour moi, c'est le prochain gros niveau. Avant, il n'y a pas grand-chose. Non, c'est les 1,3550. C'est assez corrélé au pétrole. Donc le pétrole, on fera le point aussi tout à l'heure, mais il a mauvaise mine. Et voilà, la reprise haussière, sortie par le haut du range, direction les 1,355. Je ferais bien une petite vague corrective comme ça, et derrière les 1,3550. En tout cas, sur l'USD CAD, là voilà, on a une impulsion, on a une force acheteuse qui est en train de se mettre en place. Certes, on va peut-être pas y aller tout de suite tout droit, petite correction comme je vous le disais, mais en tout cas les 1,3550 semblent un niveau tout à fait, enfin c'est un gros niveau de prix puisque c'est une résistance hebdomadaire.
Donc ici, par contre, ça risque de caler dans un premier temps, mais le fait qu'on ait travaillé cette divergence depuis des mois, cette résistance depuis le mois de juin, et là que ça casse, le marché envoie un signal quand même. Donc le prochain gros niveau, pour moi, c'est les 1,3550. Le gold qui corrige, même qui a réalisé que tout à fait, malgré les incertitudes et les craintes, finalement, on pourrait penser que le gold continue de s'envoler. Toutefois, là, les investisseurs prennent quand même quelques bénéfices, puisque on a quand même réalisé une ascension fulgurante en début de semaine, puisqu'on a quasiment atteint les 1700 $. Donc, voilà, c'est normal que le gold reprenne son souffle, consolide, corrige un petit peu. En tout cas, pas d'inquiétude, ça reste haussier. On va clôturer la semaine au-dessus des 1625. C'est le niveau, voilà, 1625, juste ici. « 1625, voilà, c'est notre zone de polarité. On a venu travailler énormément de fois. On va sûrement clôturer au-dessus, je pense, en hebdomadaire. Donc pour le moment, c'est juste un simple pullback sur cette zone de polarité. Ça tient, on a la quitte jaune qui se met à plat, qui vient renforcer. Donc voilà, on a un niveau convergent vers les 1617, 1625, et tant que ça casse pas ce niveau, eh bien la dynamique reste haussière, et puis on va sûrement consolider. Alors peut-être qu'on va avoir un petit range entre 1625, 1655, mais gardez en tête que si la situation se dégrade sur les indices, tout simplement le gold il va de nouveau exploser en direction des 1700 et les 1800. Parti comme ça, je pense que d'ici la fin de l'année, mon objectif final à 1800, on va l'atteindre. Donc voilà, concernant mes prévisions sur le gold, dynamique haussière en place, phase corrective tout à fait normale après une magnifique impulsion proche des 1700. Ça consolide. Encore une nouvelle fois, le gold va consolider et puis il nous donnera un nouveau signal en direction pour partir à 1700. Et si on casse les 1700, voilà, prochain niveau, les 1800. Le pétrole, le Brent, en danger. J'ai envie de dire en danger. Ça sent le swing move, clairement. Un swing move, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement quand vous avez une vague de baisse avec un rebond, on parle de swing move. Donc ici, notre vague de baisse à peu près là. Belle vague de baisse, rebond technique, et on reporte un peu, tac, comme ça. Ça donne un swing move. Vous voyez, objectif au niveau des 41,50. Et bizarrement, à quoi correspondent les 41,50 si je me mets en hebdomadaire? Voilà, au plus bas de 2016 et surtout, tout simplement, puisqu'on avait un range ici. Tac, je vais zoomer un peu, que ce soit un peu plus propre. Voilà, on avait un range, sortie de range, si je reporte la hauteur, 41,50. Donc le swing move, intéressant, on va voir si ça va tenir ou pas, mais le swing move donne le même objectif que la sortie de range à 41,50, qui correspond au premier point de contact quasiment de notre oblique qui passe par tous les plus bas, juste ici. Donc les plus bas de août 2016. Important à noter, la bougie hebdomadaire est clairement horrible, encore une nouvelle fois. On enfonce eh bien, notre oblique qui passe par tous les plus bas. Pareil, si ça devait se reprendre, on pourrait très bien avoir en fait un pullback sur l'oblique pour confirmer la cassure et derrière repartir en direction des 41. Pareil, on attend toujours en fait l'OPEP, donc sans catalyseur haussier venant de leur part, avec une réduction de la production, le pétrole va continuer de chuter. Si les indices continuent de chuter, le pétrole va continuer de chuter. Là actuellement c'est baissier, il n'y a plus rien, on n'a plus rien sous les pieds. Ah si, on avait ce niveau, voilà, c'est le dernier rempart, c'est les 50-50, les plus bas de 2018. Voilà,
On est pile poil dessus. Réaction positive. Voilà le scénario pour moi. Plusieurs scénarios, mais ça va être ça. Réaction positive ici. Pour le moment, ça tient. Si on tient et que les indices remontent, dans ce cas-là, pullback en direction des 54. Et derrière, si ça ne tient pas, vous voyez l'ancien creux ici, pullback ici. Et derrière, si ça ne tient pas, swing move en direction des 41,50. Comme avec l'objectif théorique de sortie de range, 41,50, je pense que c'est un objectif atteignable sur le pétrole si c'est amené à dégringoler et que les bourses en fait continuent de gerber tout simplement. Donc voilà un peu le scénario sur le pétrole. Pareil, c'est baissier, le flux est baissier, la bougie n'est pas belle. Le dernier rempart, les 50-50. Donc à voir, pareil, si le rebond technique peut se mettre en place sur ce niveau. Actuellement, on tente de le sauver ici. On va faire de l'excès normal. Mais voilà, si on sauve, pullback. Si on casse, on fera le point. Si échec sur cet oblique, partez dans l'idée qu'on aura un swing move sur le pétrole. Voilà un peu mon point sur les matières premières. Pour terminer, le Bitcoin, faire un point vraiment complet. Déçu de la crypto-monnaie, mais j'ai envie de dire que personne n'est épargné. J'entendais encore hier à la télévision des journalistes dire que les crypto-monnaies étaient un actif refuge en période d'incertitude sur les marchés. Écoutez, si passer de 10 400 à 8 500, c'est un actif refuge, je ne comprends pas. Qu'on vienne m'expliquer c'est quoi la définition d'un actif refuge, parce que les crypto-monnaies ne sont pas des actifs refuge. Il n'y a aucune corrélation. Au contraire, à chaque fois que les marchés ont chuté, les cryptos n'ont pas été épargnées elles aussi. Et ce n'est en aucun cas un actif refuge, un actif défensif. C'est un actif de diversification de portefeuille. Un particulier peut mettre je ne dirais pas doigt, mais c'est un élément important de diversification dans un portefeuille. Détenir dans son panier, dans son portefeuille, une part plus ou moins importante de crypto-monnaie permet de faire de la diversification et de gérer les risques. Mais dire que les crypto-monnaies sont un actif défensif et que les investisseurs se tournent vers le Bitcoin en cas d'incertitude sur les marchés, c'est totalement faux, puisque quand les marchés ont lâché, on était quasiment ici, au mois de février, enfin du moins à 10 350, et derrière, on se retrouve à 8 500. Donc même les crypto-monnaies ne sont pas épargnées par le cataclysme actuel sur les marchés. Mais elles n'ont pas capitulé, elles n'ont pas abdiqué pour moi quand même. Les crypto-monnaies, on va continuer de vivre avec. Si elles avaient capitulé, on le saurait déjà. Actuellement, ça corrige, c'est normal, mais elles n'ont clairement pas capitulé. On est tout simplement sur le retracement de 50% de Fibonacci de la dernière vague de hausse, ici. Et c'est un peu en hebdomadaire une zone intéressante puisque d'un point de vue de l'Ichimoku, ça correspond un peu voilà, au plat du Kumo, plat Kijun, la Lagine qui teste notre Kijun. Bref, on est sur une zone et on est sur 50% du retracement de la dernière vague. Pivot clé à tenir pour la crypto-monnaie. C'est ici que ça se passe pour moi. Voilà, cette zone-là. On a la moyenne mobile 200 juste au-dessus. Si on parvient à reconquérir, faudrait reconquérir les 8000. Faudrait reconquérir les 8800 $. Ce serait bien de sauver la moyenne mobile 200 pour aller de l'avant, j'ai envie de dire, et repasser au-dessus de la zone de polarité à 9300, 9600 $, pour derrière, voilà, donner un nouveau souffle à la crypto. En cas de cassure des 50%, eh bien, la logique veut qu'on aille chercher les 61 bits. Donc, ce serait les 8000 $. Les 8000 $, et on peut très bien retourner sur cette zone. L'ancienne borne haute du range ici.
Voilà, avec toutes les mèches qu'on a là. Hop, si je... Non. Parfait. Voilà. Ici, on a énormément de mèches. Voilà, grosse zone de prix. Si on enfonce, si on casse les 50%, risque de dégringolade en direction des 7008. Et si on enfonce les 7008, derrière, c'est les 6005. Travailler sur des zones. Mais c'est le pivot clé. Soit d'un point de vue de l'indicateur Ishimoku, qui nous montre qu'on est sur des grosses zones. Retracement de Fibonacci, si on utilise uniquement le price action au niveau des prix, eh bien on se rend compte qu'on atteint un niveau de support important. Donc pareil, c'est ici que ça se passe. C'est soit finalement on s'est fait un peu peur, ça va être difficile de repasser au-dessus de la zone de polarité, mais il va falloir franchir ce niveau pour donner un nouveau souffle. Sinon, direction 7800. Pareil, soit rebond sur les anciens, voir les 50 et derrière ça casse. Sinon 7500 et peut-être qu'on partira. Voilà un peu les scénarios sur la crypto, mais le pivot clé, c'est ça, c'est les 50%. En général, c'est le niveau le plus important, j'ai envie de dire, de Fibonacci. Et si on casse, eh bien, ce sera le prochain support, mais ce serait bien de tenir la moyenne mobile 200. En tout cas, c'est aussi un niveau qui fonctionne bien sur la crypto-monnaie. La moyenne mobile 200, vous voyez, ici, on a une magnifique réaction de la crypto. Mais tant que ça ne tient pas, eh bien, prudence, la correction n'est peut-être pas terminée. Donc, surveillez ce niveau en clôture. Ce briefing des marchés est terminé. En tout cas, j'espère avoir fait un point assez complet sur les indices, un peu sur le Forex, mais c'est vraiment sur les indices que c'est important vu que voilà, c'est là où se passe l'action, même si sur beaucoup de paires, on a de la volatilité, le pétrole aussi. Mais voilà, il fallait faire un point complet, une situation de marché, surveiller les niveaux, que ce soit sur le CAC, le DAX. Donc le CAC, 5250 à peu près. Le DAX, on est aux alentours des 11 800, 11 850. Et le Dow Jones, eh bien c'est pareil. Actuellement, on teste une zone très importante. Donc surveillez-la. Le S&P, pardon, c'est les 2900 points. 2950 points, pareil, c'est les pivots clés à garder en tête, à l'esprit pour un possible rebond, mais le flux est extrêmement baissier. Il suffit qu'on ait un enchaînement de mauvaises news ce week-end pour ouvrir encore avec un gap à -4. Finalement, voilà, c'est comme je vous le disais, les marchés cèdent à la panique et c'est pas parce qu'on enchaîne et que les indicateurs sont complètement en survente qu'on peut pas continuer une nouvelle fois d'ouvrir à -4. Voilà, c'est un sell-off. Actuellement, on est en train de vivre un sell-off tout simplement sur les marchés. Donc, je le redis encore une fois, restez prudent. Money management, taille de position, levier. Voilà, c'est le mot de la fin concernant ce briefing des marchés. Gérer tout ça sur les marchés et rester prudent. Et on se retrouve donc la semaine prochaine, jeudi, pour faire un point complet sur les marchés. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, de très bons trades. Surtout, restez prudents et on se retrouve la semaine prochaine pour faire un nouveau point sur les marchés.